Et c'est sur ce générique emblématique du Yiddish Show de Radio J que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans le studio de Radio J Chantal Minzales-Bronstein et Léopold Bronstein. Bonjour à tous les deux. Bonjour Lise, bonjour. Bonjour Lise. Alors, merci d'être avec nous pour nous présenter un livre. C'est une réédition, mais quelle réédition? Un livre qui me tient beaucoup à cœur. C'est l'histoire générale du Bund d'Henri Minzales. Alors, pour nos auditrices et nos auditeurs, Chantal, vous êtes la fille d'Henri Minzales, très active au Centre Medem Arbetering, et puis Léo, ancien président du Centre Medem Arbetering, et le gendre du même Henri Minzales. Alors Henri Minzales, j'avais envie de dire quelques mots sur lui parce que ça a été un pilier de Judaïque FM et de Radio J et des radios juives en général, puisqu'il est le grand historien, on va dire, des années 90-2000 de l'histoire des Juifs d'Europe de l'Est. De mémoire, Vilna, Vilno, Vilnius, la Jérusalem de Lituanie, les Litvak, l'histoire des Juifs de Pologne, qu'il avait coécrit également. Bref, toute une pléiade de livres tout à fait passionnants qui nous ont permis à nous qui sommes originaires de ces contrées, de renouer avec un passé qu'on ne nous avait pas forcément transmis pour toutes les raisons que l'on connaît. Et puis également des livres qui sont... Henri était devenu historien, il avait eu un doctorat et il a permis de porter à la connaissance des gens, du public en général, l'histoire des Juifs d'Europe de l'Est. Donc là, ce qui est réédité, c'est l'histoire du Bund et tous les deux, vous en êtes à l'origine. Est-ce que je me trompe ? On en est à l'origine, disons de que la réédition. Oui, non, oui. On a participé à la réédition avec un certain nombre d'ajouts et de corrections à l'intérieur du livre, mais c'est surtout l'éditeur, et à notre surprise, et à la surprise de Chantal, Alain et de Léa Minzales, que l'éditeur a spontanément demandé à rééditer cette édition qui était collector. Sur eBay, ça valait déjà 80 €. Donc là, c'est une... Ah oui. Oui, donc là, ce sera bien parce que ce sera au moins 4 fois moins. Oui. Et que ça a fait plaisir à Léa, donc Léa Minzales, oui, que des jeunes puissent s'intéresser à cette histoire qui est passée un petit peu à côté, un petit peu l'oublier de la grande histoire avec sa grande H. Alors, l'éditeur, c'est L'Échappée. Et ce livre est en vente partout, mais il sera également en vente, il l'est déjà, au Centre Medem Arbetering, 52 rue René Boulanger. Si vous souhaitez vous procurer un exemplaire, soit vous passez aux heures de bureau, soit vous appelez le 01 42 02 17 08. Voilà, c'est préfacé par Constance Paris de Bollardière, une jeune historienne, et là, c'est nouveau par rapport à la première édition. Chantal. Non, juste pour l'historique, Constance, donc c'est une jeune femme d'une quarantaine d'années qui est venue au Centre Medem il y a une quinzaine d'années et qui, la première personne qu'elle a rencontrée, c'était mon père, Henri Minzales, parce qu'elle avait l'intention de travailler déjà sur les héritiers du Bund, sur le Jewish Labour Committee. Et donc, à cet effet, elle a rencontré mon père, et mon père, tout de suite, l'a pris sous son aile, comme il avait tendance souvent à faire avec les jeunes, ou les jeunes historiens encore plus. Jeune et jolie. Jeune et jolie. Et lui a conseillé, donc il y a une quinzaine d'années, immédiatement, en lui disant, si tu veux travailler sur ces sujets, il faut que tu apprennes le yiddish. C'est la première chose à faire. Donc, elle a été suivre les cours de yiddish, et ensuite, donc, elle a largement avancé dans ses recherches, elle a soutenu sa thèse, etc. Et donc, elle le remercie constamment, mon père, hein, bon, dans la préface en particulier, mais même quand elle nous en parle, de l'avoir encouragé, aidé, chaperonné, ouvert toutes les connaissances que mon père pouvait avoir, indiqué les lieux où elle pouvait se renseigner. Et donc, cette préface extrêmement émouvante que ma mère garde. Ma mère est à 96 ans presque, elle est dans une maison de retraite, et donc elle garde précieusement cette préface, elle la relit, je crois, très souvent
souvent, parce qu'elle a un peu tendance à oublier, en étant à chaque fois les larmes aux yeux, tellement cette préface est émouvante et riche d'enseignements, bien évidemment. Sûr. Voilà. Donc c'est très important. Alors, j'ai donné les grandes lignes de ce qu'a été Henri Minzelles. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, je voudrais rajouter, Minzelles, Henri a eu plusieurs vies. Oui. Disons 2 vies. Une vie avant son inscription dans la communauté juive et en tant que personnalité, en tant qu'historien. Et puis, ça s'est pas arrêté simplement au livre. Ça a été, bien sûr, il y a une quantité d'articles, d'interventions, un petit peu partout. Mais disons que pour des gens qui sont nés dans les années 26, 27 et 30, évidemment, la poursuite d'études était impossible. Oui. Et c'est donc un regret qu'il a pu remettre, surmonter, d'avoir pu reprendre des études une fois que le travail immédiat, c'est-à-dire la subsistance, le fait de pouvoir assurer sa famille des biens matériels les plus importants, qu'il ait pu reprendre des études et arriver à ce stade important. Alors, ce qui est original quand même dans ce livre-là, c'est que c'est la seule histoire générale du Bund. Le Bund ayant deux périodes. En français. Le Bund ayant eu 2 périodes assez distinctes. Enfin, assez distinctes. Évidemment, il y a des liens entre les deux, mais la période russe et la période russe, oui, et la période polonaise. Alors, quand est-ce que le Bund a été fondé? Alors, c'est une date qui est... j'avais l'habitude de faire dans les discours, parce que quand même, j'ai passé un certain nombre de temps au Centre Médem, qui est l'un des héritiers... Comme président. Voilà, comme président et comme vice-président 8 ans auparavant, et 12 ans comme président. Et vous en faites toujours partie hyper activement, ce dont on vous remercie. Donc c'est 1897. Alors c'est une date triplement importante parce que d'abord 3 mois avant le premier congrès du Bund, il y a eu le premier congrès sioniste avec Theodor Herzl. 3 mois après le congrès du Bund en 1897 à Vilnius, Vilnay, les 3 dénominations suivant la qualité polonaise, russe ou yiddish. Et puis, il y a aussi la première fois que Dubnow commence à écrire ses lettres sur un judaïsme ancien et nouveau, où il va être à la fois à mi-chemin entre les bundistes et les sionistes. Bon, donc c'est une date extrêmement importante. Il faut se rappeler aussi une chose extrêmement importante, c'est que c'est un mouvement clandestin. Et c'est un mouvement qui répond évidemment à l'antisémitisme. Au départ, il était clandestin. Non, mais il a été tout du long. Ah bah jusqu'à 1917, les gens sont emprisonnés, arrêtés, jusqu'à la révolution de 1917 avec les bolcheviks. Alors, ça a été le premier parti politique juif, socialiste, marxiste et laïque. Excusez-moi du peu. Oui, alors on peut rajouter à l'époque qu'il était donc anti-religieux. Vraiment, puisqu'il voulait violemment anti-religieux et anti-sioniste, puisqu'il y avait une concurrence effrénée entre les sionistes et les bundistes. Alors, à cette époque-là, évidemment, l'État d'Israël n'existe pas. Avant 1917 et la déclaration Balfour, c'est un rêve que même dans les congrès sionistes, on ne propose pas obligatoirement ici la Palestine comme lieu de destination des Juifs. Donc, c'est un mouvement qui est diasporique, qui a dit, et sa doctrine s'est élaborée au cours des années, de dire ici que l'on doit développer son judaïsme dans le pays où on est enraciné. Alors en yiddish, la Doïkat. Alors la Doïkat, qu'on a traduit par icité, là et maintenant. Et en fait, c'est le droit d'être juif dans le pays de son choix. Et surtout d'être citoyen donc du pays dans lequel on est et de pouvoir développer sa culture. C'est-à-dire que, alors, dans ce livre-là, puisque j'ai essayé de rajouter quelques petites choses, j'ai rien écrit particulièrement, mais j'ai demandé à Constance de refaire une préface, bien entendu. Enfin, c'était une postface qui est devenue une préface, peu importe. Et de rajouter quelque chose d'important qui sont les prémices du Bund, qui a été écrit par Sami Zaberman. Oui, alors qui a été un des piliers des jeunesses socialistes après la guerre, avec Henri Minzelles, Joamiel, Georges Silbert, on ne peut pas tous les citer. Pour la petite histoire, effectivement, ma mère raconte ça, et je le savais. Et Léa Minzelles, bien sûr, il y avait des femmes. C'est effectivement Sami Zaberman, dont Léo parle dans le livre, qui était un copain de quartier de mon père. Ils habitaient tous les deux dans le 18e arrondissement. Donc après la guerre,
Samy Zoberman était au Parti Socialiste, mon père était au Parti Socialiste, et Samy Zoberman a dit à mon père, mais puisque tu es au Parti Socialiste, ou là, SFIO, je ne sais pas trop ce que c'était à cette époque-là, lui a dit, mais il existe des socialistes juifs qui militent aussi en tant que juifs, au 110 rue Vieille du Temple, et ça s'appelait le Cercle Amical, je crois déjà, oui, non oui. Voilà. Non, ça s'appelait... Le jeunesse socialiste juif. Oui, le jeunesse... Bon. Donc, c'est Samy Zoberman qui a entraîné mon père, et c'est là que mon père a rencontré Georges Gilbert, Jo Amiel, et d'autres copains qui sont restés des copains de toujours. Donc, c'est comme ça qu'il est venu chez les socialistes juifs, effectivement, au 110 rue Vieille du Temple. Et où il y est resté sa vie entière. Alors, c'était sa deuxième maison, on peut le dire. Samy Zoberman, qui était très proche du Bund, voulait écrire une histoire du Bund. Donc il en écrit un chapitre qui est paru dans Combat pour la diaspora, le numéro 4. Qui était une revue... Bien sûr, une revue diasporique. Et ça s'est arrêté là. Donc, il y a cet article de Combat pour la diaspora de Samy Zoberman. Qui est réédité dans le livre. Qui est ajouté dans ce livre-là. Et ce que je voudrais dire particulièrement, c'est citer une phrase de Samy, que j'ai connue et qui nous donnait les cours de marxisme au collège. Club laïque de l'enfant juive. Dont on ne comprenait rien, mais bon, ça fait... Non, je me souviens très très bien sur la plus-value, etc. Bon, l'accumulation primitive du capital. Ça nous évitait de lire le capital, ça faisait un petit résumé. Et donc il y a une phrase qui est marquante et qui donne ici une bonne orientation, c'est de dire que le marxisme très proche ici des premiers communistes, évidemment, du Bund, n'a jamais été séparé de leur identité juive. Et ça, c'est extrêmement important. Ni assimilation, ni conversion au communisme, mais toujours garder à la fois cet esprit de justice sociale et aussi ce développement du judaïsme. C'est pour ça que la Daïkeit, donc le fait de vivre son judaïsme-là et de réclamer les droits civiques en tant que citoyen, mais sans oublier d'où on vient, qui on est et l'approfondir. Alors, c'est très important tout cela. Donc, c'est une histoire passionnante que celle de ce mouvement, le Bund, que Henri Minzeles a écrite pour nous. Et c'est d'autant plus important que grâce à la nouvelle version, on parlait de prix qui coûte 22 €, je rassure tout le monde, eh bien, on va pouvoir la faire lire et la transmettre aux jeunes générations. La transmission, ça a toujours été au cœur de cette histoire et des valeurs, par exemple, Chantal, que vos parents vous ont transmises? Oui, mes parents, oui, mais il faut dire aussi qu'il y a d'autres instances, si je puis dire, qui ont concouru à tout ça. Nous avons tous été, toi aussi, Elise, vous aussi, Elise, vous avez été enfant, puis moi j'ai été animatrice. Oui. Au collège, Club laïque de l'enfant juive, qui existe toujours, qui accueille une centaine d'enfants par an. Enfin, qui essayent tellement, ils ont une demande. Ils sont extrêmement dynamiques, donc ils sont... J'en suis éloignée un petit peu, mais ce que j'en sais, c'est qu'ils sont toujours sur ces positions-là. C'est-à-dire, comme disait Léo tout à l'heure, citoyens, juifs, un peu de gauche, voilà. Et donc, ils essayent de transmettre, et le Bund, c'est leur livre de chevet. Je veux dire par là, et j'ai appris récemment qu'il y avait un groupe de travail des moniteurs. Alors, il y en a sur le judaïsme, il y en a sur le climat, je suppose, des phénomènes actuels, mais il y en a un sur le Bund. Donc, un groupe de travail de jeunes qui ont 18 ans et qui travaillent sur le Bund pour pouvoir réfléchir à comment transmettre ça aux enfants du collège. Donc, alors, c'est intéressant. Vous allez remplacer Samy Zoberman et vous allez aller leur donner... Alors, ils viendront bientôt lorsque le livre sera présenté au Centre Médel. Mais donc, c'est quand même... Je crois que c'est mon père aurait adoré de savoir que son livre, justement, sera lu, étudié, trituré par les jeunes moniteurs du collège qui ont entre 18 et 20 ans. Quoi. Oui, voilà, c'est quand même formidable. C'est quand même important, c'est très important même. Alors, ce livre... Je voudrais préciser quelque chose sur le livre. C'est un livre d'histoire. Bien sûr, c'est-à-dire que c'est un livre avec c'est un livre avec des références en français. Il y a des livres qui traitent de l'histoire générale du Bund, mais qui sont soit en yiddish, soit en anglais, soit en allemand aussi, et ça s'arrête à la période de 1945.
Et donc, il y a eu des auteurs, Constance en indique un certain nombre, qui ont travaillé sur le Bund après 45. Disons qu'après, vers 48, le Bund en Pologne est complètement annulé. En Russie, ça a été en 21. Mais qu'il y a eu un Bund international. Et il y a maintenant le Bund, on peut dire, dans sa grande majorité, est plutôt mort. Mais il y a des bundistes. Alors, donc, ça il y a dépend quelques des organisations. Pays, parce oui, non, il y a quelques à Melbourne, quand même, bien ils sûr. sont très actifs. Hein, on les voit sur les réseaux, c'est assez impressionnant. C'est juste. Il y a une chose qu'on n'a peut-être pas assez dit, c'est que il y avait un vecteur très important de cette culture, c'était le yiddish. Oui, c'est quand même un grand on parlait de la Doigkeit, mais la Yiddishkeit omniprésente. Alors, allez-y, expliquez-nous. Alors, il faut expliquer qu'en Russie, dès l'origine, il faut faire une différence entre la citoyenneté et la nationalité. Donc, on peut être letton et citoyen russe, et puis on peut être juif et citoyen soviétique. Ce qui n'était pas le cas, puisque les juifs avaient une double oppression en tant que juifs, évidemment antisémites, et en tant qu'ils n'avaient pas tous les droits des autres citoyens. Donc ça, c'était les revendications immédiates. Et le Bund a été le parti qui a voulu représenter l'ensemble des juifs. Il ne faut pas oublier que le Bund était le premier parti ouvrier en 1898, c'est-à-dire ici, pour le premier congrès du. Il n'y avait pas que des juifs qui y appartenaient, il y a eu aussi des non-juifs qui ont rejoint le Bund, pas majoritairement, mais aussi. Oui, il y avait des anarchistes juifs, il y avait des gens qui étaient sur l'autonomie nationale culturelle, un concept qui a été développé par les austro-marxistes et notamment par Doubenov aussi. Et d'ailleurs, à ce propos, je fais une petite parenthèse. Henri, et moi aussi d'ailleurs, je pense, on était à peu près d'accord pour dire que l'évolution du Bund après, disons, 48, après la création d'État d'Israël, a un petit peu changé, puisqu'il y a même eu un Bund en Israël à un certain moment. Bien sûr, le local avait été donné par la ville de Tel Aviv, Rehov Kalisher. Et sûr. Ça a fermé il n'y a pas longtemps. Oui, j'y suis allé même, je me souviens de la bibliothèque, c'était impressionnant. Et donc, je disais que... J'ai oublié. Qu'il y avait eu un Bund en Israël. Non, j'ai oublié, c'était... Oui. Le Yiddish. Le Yiddish était important parce qu'en fait, dans cette histoire de vecteur et d'identité, c'est quand même le Yiddish, la langue. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu un développement énorme entre les deux guerres de cette Yiddishkeit, c'est-à-dire ce sentiment à la fois d'appartenance à un peuple, d'un territoire, et de revendications aussi sociales. Et ça a donné ça a donné des écoles, ça a donné des groupes d'enfants, des groupes d'adolescents. Les écoles du Tsicho. Du Tsicho, voilà, Centrale Socialiste. Je me souviens. Voilà, c'était sur les écoles yiddish en Europe de l'Est. Alors, une autre chose, et on l'apprend dans ce livre-là, et qui est bourré évidemment de détails, c'est que c'était pas simplement le Bund et rien d'autre. Il y avait évidemment ici des connexions avec les sionistes de gauche, le Palais-Zion, qui se créent dans cette période-là aussi, au début du 20e. Du 20e, oui, c'est concomitant. Et puis les communistes, évidemment, ici, c'est quand même le Bund qui a aidé à la construction et qui s'est chargé en charge du premier congrès du Parti communiste du POSDR, Parti communiste russe, et qui l'a quitté en 1903 parce que il voulait être le seul représentant des travailleurs juifs, et ça n'a pas marché, qui prônait une fédération au lieu d'un centralisme démocratique. Évidemment, ça n'a pas plu aux léninistes et aux bolcheviks, et ils ont été plus proches des mencheviks. Alors, pour en savoir plus, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de lire cette réédition du livre « Histoire générale du Bund, un mouvement révolutionnaire juif » d'Henri Minzeles. La couverture est très intéressante. Oui. Elle est en yiddish. Vous souhaitiez en dire un petit mot, et c'est aux éditions L'Échappée. Oui. Alors, non, il y a plusieurs
symboles. D'abord, il y a le faisceau des 3 flèches qui vont du haut vers du haut à droite vers la gauche, comme si c'était écrit en lettres hébraïques. Voilà, le Bund, c'est le lien. Et c'est le faisceau de l'Internationale socialiste. Et il y a le Bund, et la SFIO avait le même logo, mais c'était marqué SFIO, par exemple. Et puis pour le reste, il faut apprendre le yiddish, et voilà. Oui. Et au Centre Médem, on vous expliquera ce qu'il y a dessus. Nous, l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup Chantal, merci beaucoup Léo, et je vous propose qu'on se quitte en musique comme toujours dans le Yiddish Show, et que on écoute bien sûr l'hymne du Bund, Die Schwue, le serment. Bon, on va se lever. Deuxième volet de notre Yiddish Show, et j'ai l'immense plaisir d'y accueillir Isabelle Nemirovsky. Bonjour. Bonjour Lise, merci encore de m'accueillir. Avec plaisir. Chère Isabelle, je vous ai reçue il y a peu pour votre livre que j'ai adoré, et Histoire, Mémoire au pluriel et représentation au pluriel des Juifs d'Odessa, un vieux rêve intime, paru aux éditions Honoré Champion. Alors, on a parlé, je rappelle Isabelle que vous êtes docteur de l'INALCO, études juives et hébraïques, fondatrice et présidente de l'association Les Amis d'Odessa, œuvre à reconstruire la parole mémorielle de la communauté juive odessite aux expressions plurielles et au rayonnement international. Donc, nous avons fait une émission sur Radio J de présentation de votre livre en parlant essentiellement du contenu, et par conséquent on n'avait pas forcément le temps de présenter votre association dont je reçois régulièrement les infos et qui est si active autour de toute la culture odesside, les Amis d'Odessa. Alors on aimerait en savoir plus aujourd'hui. Depuis quand cette association existe-t-elle et pourquoi ? Elle a été fondée en 2017 suite à un voyage mémoriel que j'ai organisé à Odessa avec le voyagiste Voyageurs du Monde qui proposait toute l'infrastructure, l'hébergement, etc. Et moi, je faisais le programme. Donc, je remplissais... Vous étiez un peu la guide conférencière. Oui, voilà, exactement, guide conférencière. Et donc, en fait, c'est le résultat aussi, les Amis d'Odessa, c'est aussi le résultat de cette thèse et donc de ce livre aussi. Il y a une espèce d'enchaînement. Oui. Parce qu'en fait, on doit toujours proposer dans une thèse une ouverture pour une recherche suivante. Or, j'avais à cœur de retrouver l'ancienne amicale d'Odessa, ces sociétés mutuelles d'originaires. Ah oui, bien sûr. Qui a été fondée en 2014 et qui s'appelait l'Amicale d'Odessa. Seulement en 2014. En 1914. Ah, pardon, j'ai sauté un siècle. Oui, en 1914, en France, oui, il y avait l'amicale. Oui. En yiddish, on appelle ça une Landsmannschaft. Voilà, donc, c'est les sociétés d'originaires, et donc qui réunissaient les gens. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'à l'époque, au début du XXe siècle, ces sociétés d'originaires ne visaient pas à transmettre le judaïsme ou le yiddish que tout le monde parlait. On apprenait à ces originaires à parler français, à s'intégrer dans la société française, etc., à adopter les coutumes, à s'habiller comme on s'habille en France et à manger comme on mange en France. Donc c'est très intéressant. Oui, et alors, oui. Jusqu'à quand elle a duré cette association ? Alors après, elle a fusionné avec d'autres amicales et elle s'appelle aujourd'hui Bessarovno. Ah oui. Donc vous avez Bessarabie, Rovno et Odessa. D'accord. C'est une contraction des 3 sociétés d'originaires. Donc ça, c'est une chose. Vous avez, j'imagine, des caveaux à Bagneux, etc. Alors, comme moi, je ne suis pas... cette société pas. Voilà. Oui. Je perpétue son histoire et pour ne pas aller justement sur
entre guillemets, les plates-bandes de la société mutuelle, j'ai appelé les Amis d'Odessa. Donc moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'était l'aspect historique. Alors, pour faire partie des Amis d'Odessa, est-ce qu'il faut être d'origine odessite? Mais bien non. Non. C'est ouvert à toutes les bonnes volontés qui ont quelque chose à dire sur cette ville. Et donc, non, ce n'est surtout pas fermé. C'est à l'image de la ville d'Odessa, c'est-à-dire multifacette, cosmopolite et ouverte. D'ailleurs, c'est un point, je dis toujours que c'est un point d'ancrage, comme Odessa est un port. Un port où on ancre son bateau et on ancre aussi après sa vie. Alors, vous avez combien de personnes? Vous en êtes la présidente, j'imagine qu'il y a secrétaire, trésorier, tout etc. À fait. Vous êtes combien? Alors, on était en 2017 50 membres. Ah, c'est bien. C'est-à-dire qui ont cotisé. Et on est aujourd'hui 150 membres, dont on compte les cotisations. Mais on a une newsletter. Formidable. On a 400 ou on a près de 500 abonnés à la newsletter. Et c'est extraordinaire, oui. Voilà. Donc, vous organisez régulièrement des projections, des conférences, des concerts. Alors, racontez-nous, vous n'avez pas de local, je crois. Alors, si, on a... Ah, vous avez un local. Commencer par le local. Alors ça, c'est l'endroit historique. Oui. C'est la choule de la rue Saint-Anastase qui accueillait dès sa fondation, avec la rue des Francs-Bourgeois aussi, je ne sais plus très exactement le timing, mais bon. C'est une petite choule, la rue Sainte. Voilà, une petite choule qui s'appelle Nium aujourd'hui, dont le président est notre ami, pas David Cornbrosa, mais son prénom, je ne me souviens plus. Bon, on retrouvera. On retrouvera, qui peine à avoir un minyan chaque semaine, parce que là, elle est en activité, cette choule. Et elle accueille des associations, dont la mienne. Donc, c'est le siège social aujourd'hui de l'association. C'est en plein marais. Donc, c'est en plein marais. Donc, vous pouvez y faire, vraiment, je le connais, vous pouvez y faire des conférences, etc. Bien sûr, on y fait une fois par mois une conférence. Alors, je voudrais revenir aussi sur les personnes qui font vivre aussi cette association. Alors, je citerai mon mari qui est trésorier, qui est un homme d'affaires dans la vie courante, donc les comptes sont extrêmement bien tenus. Et puis aussi ses talents d'informaticien, parce que c'est lui qui a monté le site. Et il est très bien, la news est magnifique. Moi, je la reçois, c'est aussi comme ça que j'ai eu l'idée de vous recevoir aussi, parce qu'il y a un côté punchy dans votre newsletter. On voit tout ce que vous réalisez, on sent la passion, on sent l'enthousiasme, et ça ne m'étonne pas que vous soyez passé de 50 à 150. Merci. En tout cas, c'est quelque chose où je suis effectivement extrêmement déterminée à développer, mais pas trop non plus. Je ne veux pas qu'il y ait un développement qui soit absolument ingérable. Et donc, j'ai aussi un secrétaire de l'association qui est pour l'heure Emmanuel Dreyfus, qui s'occupe des recherches généalogiques. Oui. Et puis, j'ai un nouveau membre dans le bureau, Ada Schlein, qui rédige énormément d'articles, qui est une mémoire vivante, parce qu'elle est née au Birobidjan. Et elle a connu les pérégrinations juives soviétiques avant d'arriver en France. Elle est aujourd'hui, elle était prof agrégée de russe. Oui. Et elle nous offre énormément de contributions d'articles, parce que c'est ça aussi, les Amis d'Odessa. Mais bien sûr. C'est des articles, des contributeurs sur différents sujets qui sont, dont le centre est effectivement Odessa, mais aussi le judaïsme ashkénaze, tout ce qu'il est possible de faire. Voilà. Bien sûr. Donc, c'est vrai, on va voir dans vos prochaines rencontres que c'est très large et que ça touche non seulement à Odessa, mais au judaïsme ashkénaze aussi, en règle générale, que vous continuez à honorer, si j'ose dire, parce que c'est important. Oui, en fait, c'est un hommage à tout. C'est un hommage, livre, l'association, le site, c'est un hommage à Odessa. Mais effectivement, il faut savoir que Odessa
étant une ville nouvelle, elle a dû se peupler et ce sont les Stettler de l'Empire russe qui ont alimenté cette ville. Donc, bien évidemment, il y a on essaye de retrouver les traces de tous ceux qui sont arrivés dans le port à un moment donné de cette histoire-là. Oui. Donc, une association très active, une conférence par mois, un local, une newsletter, c'est beaucoup. Vous êtes une équipe à tout synchroniser ou vous êtes juste 2 ou 3 Alors écoutez, on est 4, on va dire 4 de façon très, très active. Et alors, est-ce que vous avez une relation, j'imagine, avec les autres associations mémorielles ? À Paris, par exemple. Oui, bien sûr, on s'entraide. En fait, on se fait des clins d'œil quand il y a la sortie de tel ouvrage qui est passé sous mes radars, sous les radars des Amis d'Odessa. Et donc on fait, oui, tout à fait. Et j'ai eu, grâce à vous aussi, la grande chance de faire partie du Festival des cultures juives. Oui. Au mois de juin dernier, qui a permis aussi d'irradier et d'avoir trouver des originaires d'Odessa, mais bien sûr. Qui deviennent membres aujourd'hui. Alors, les prochaines rencontres, on va en parler. La prochaine aura lieu le jeudi 17 novembre. Alors d'abord, j'aimerais que vous nous donniez peut-être l'adresse de votre site pour s'inscrire, parce que j'imagine qu'il faut s'inscrire. Alors, sur le site, non, en fait, il est libre d'accès. Il suffit de taper l'adresse www.ami au pluriel -odessa.fr. ami-odessa.fr. Et puis, si ça, c'est oublié, vous tapez la barre Google, les Amis d'Odessa, et ça sera suffisant. Donc là, on va directement sur le site. Et sur le site, on peut aussi, parce qu'en fait, il y a un programme effectivement de conférences. Oui. Mais pour ceux qui ne peuvent pas assister, j'ai mon mari toujours, qui est aussi un bon caméraman, qui filme toutes les rencontres. Et elles sont rediffusées sur le site. Alors, c'est pas en Zoom en direct comme on fait maintenant, mais on retrouve tout à fait l'intitulé, on retrouve toutes les conférences. Tout à fait. Juste pour dire que parce que le Zoom, on n'a pas une connexion Internet suffisamment solide pour pouvoir le faire en direct. Voilà. D'accord, mais c'est très bien aussi. Alors, jeudi 17 novembre, vous recevez Guy Acide, on pourrait dire Chassid d'ailleurs, Laurent Steiner pour Isaac Babel, l'homme mémoire d'Odessa. Racontez-nous tout. Absolument. Alors là, je tiens aussi à souligner que Guy Acide est un Tunisien. Donc, c'est notre Odessite d'adoption. Super. Voilà, ce sont deux... Belle ouverture, j'adore. Oui, voilà. Et donc, tous les deux ont décidé de rendre vivant, ça ne sera pas la première fois, il y a eu déjà des lectures de textes les 2 années précédentes, mais là ils vont faire une pièce de théâtre que Isaac Babel a écrite et ils vont en déclamer quelques tirades. Donc le 17 novembre, et c'est à quelle heure ? C'est à 19h45 au 3 rue Saint-Anastase, donc dans le Marais. Le 15 décembre maintenant, Pierre Lursa, ça, ce sera en visioconférence. Tout à fait. Donc, pas au local. D'Odessa à Jérusalem, Jabotinsky, l'enfant prodige du sionisme russe. Oui, une figure emblématique de la ville d'Odessa. Mais oui, bien sûr. Et Pierre Lursa, en fait, est... moi, je l'ai rencontré parce que c'est un magnifique traducteur de l'œuvre de Jabotinsky, entre autres Histoire de ma vie. Et donc, j'avais à cœur, quand je l'ai rencontré, de parler de l'homme littéraire Jabotinsky qu'on connaît moins bien, et pourtant, c'est une facette absolument extraordinaire de la personnalité. Voilà. Et puis, le 12 janvier, Sylvie Lidji, qui est venue présenter son livre sur Radio J, présentera Tribulation d'un jeune juif polonais en URSS entre 39 et 46. Elle est la fille de l'auteur, Sylvie, et c'est un livre très atypique puisque ce sont les mémoires de son père, mais qu'elle a commenté. C'est en cela que c'est atypique. Voilà, tout à fait. Tout à fait, c'est une forme, une forme atypique. Ouais, complètement. Tout à fait intéressante. Et donc c'est vrai que être réfugié en URSS pendant la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu beaucoup de témoignages sur ce thème.
Oui, il n'y a pas eu beaucoup de témoignages et c'est pour ça que je soulignais l'entrée de nouveaux membres dans le bureau d'Ada Schlein, qui, elle, est une ancienne juive d'Union soviétique et qui a une érudition extraordinaire. Donc, il a d'ailleurs rencontré Sylvie Lidji pour échanger. Alors, le 16 février, c'est Simon Perregaux qui sera votre invité pour son livre exceptionnel « Commémorer la Shoah dans le monde juif parisien après-guerre ». Et Simon Perregaux, pour cela, je voudrais juste dire qu'il a été un brillant étudiant de yiddish avec moi quand il a préparé son doctorat, sa thèse et le livre qui en est tiré est juste remarquable et passionnant. Tout à fait. Et c'est amusant que les rencontres se fassent comme ça, parce que Simon, je l'ai rencontré à l'EHESS, dans des séminaires communs, quand effectivement il faisait sa thèse. Et donc, je vais à l'INALCO le 24 novembre. Il a un cours sur les Juifs d'Europe de l'Est et sur la Shoah, sur le judaïsme ashkénaze. Et donc, je vais intervenir dans ce séminaire pour donner un peu le goût aux étudiants, en leur disant, vous faites des études juives et hébraïques en master, on peut, transformer, s'occuper de cette mémoire et puis, mais bien sûr. Et puis la concrétiser par des actes. Bravo. Très intéressant. Le 16 mars, c'est Constance Paris de Bollardière qui vient de participer à l'élaboration de la traduction du livre de Marek Edelman sur le ghetto de Varsovie, carnets retrouvés. C'est des carnets qui ont une histoire très intéressante. Oui, tout à fait. C'est ça qu'elle va c'est ça qu'elle va développer, en fait, dans cette rencontre. Et alors, Constance aussi, c'est une rencontre dans des séminaires pour ce qu'on appelle les thésards et qui a aussi écrit une très très belle préface de l'ouvrage dont vous avez parlé. Oui, sur le Bund, bien sûr. Elle est historienne du Bund et à ce titre, je rappelle que Marek Edelman était à la tête de la résistance bundiste dans le ghetto de Varsovie et c'est lui qui a pris la suite de la lutte quand la Shomerat Tzaïr, avec son leader, ont décidé malheureusement de se donner la mort, il faut dire les choses. Et donc, Marek Edelman a survécu. Et le jour de son décès à lui, il y a quelques années, ses enfants à Varsovie, puisqu'il avait continué à vivre là-bas, ont retrouvé ses carnets et les ont confiés à Constance et à une autre historienne également qui ont travaillé sur ces carnets, écrits à la main, et grâce à elle, à Audrey Kichelewski, nous avons aujourd'hui ces carnets en français. Et évidemment, c'est Mordechai Anilevitch de la Shomerat Tzaïr qui a donné la suite de la lutte à Marek Edelman. Oui. Parce que dans le ghetto, tout le monde était ensemble, faut le savoir. Oui. Voilà. Donc, ces carnets sont passionnants. Tout à fait. Et vraiment, il faut venir pour les découvrir. Donc, vous voyez que les amis d'Odessa se préoccupent aussi d'élargir aussi un peu mais cette c'est sphère, formidable, mais oui. Et puis surtout de faire parler cette nouvelle génération d'historiens, parce qu'ils sont jeunes. Simon, Constance sont jeunes. Bien sûr. De s'assurer le relais. Voilà. C'est la génération des 35-40. Oui. Et ils font un travail formidable. Extraordinaire. Ce qui nous rassure, énormément quant à l'avenir. Oui. Et puis, très vite, donc, Jean Baumgarten, l'Ukraine et le chassidisme. Oui, c'est un sujet qui m'est que j'ai à cœur, qui est très important pour moi, parce que je pense que mon Peser Nemirovski, qui était d'Odessa, qui n'est jamais venu en France, était sans doute de Talnay, une des grosses cours chassidiques. Oui. Et Jean Baumgarten a été le co-directeur de ma thèse, et donc on a souvent parlé de ce sujet. Voilà. Ça va être passionnant. Et puis, très vite, je le dis, on aura l'occasion d'en reparler, chère Isabelle. Jeudi 18 mai, Elsa Menanto pour Retour à Kishinev au printemps 1903, quand le pogrom va sceller le
le destin de sa famille. Et le jeudi 22, Thomas Chopard, une lecture de l'histoire des pogroms à Odessa. Pour leur histoire, mémoire et représentation des Juifs d'Odessa, un vieux rêve intime, paru chez Honoré Champion, l'éditeur, et écrit par Isabelle Nemirovski. Les amis d'Odessa, c'est amis au pluriel, Odessa.fr. Voilà, à ne pas rater. Bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Et je vous propose symboliquement, parce que on en avait parlé lors de notre émission précédente, aux États-Unis, à New York, on a Little Odessa. Little Odessa, c'est Brooklyn by the Sea. Eh bien, ça a été traduit en yiddish et on va écouter, pour se quitter, la version de Bruno Girard et Denis Cugnot, et c'est tiré de leur album Yacht. Merci Bravo. d'avoir été avec nous, Isabelle. C'est la traduction aussi. Oui. Merci à vous de faire rayonner les amis d'Odessa par votre émission. Quand vous le souhaitez, sur Radio J. Au revoir, merci. À vous.